Je voulais remercier IFB42 effectivement et l'ensemble donc, des partenaires de l'éco-construction de m'avoir sollicité pour vous présenter un petit peu l'AQC, mais pas tellement l'AQC, surtout ce qu'on met à votre disposition, que vous retrouvez sur notre site internet, dont effectivement des retours d'expérience et des études sur les matériaux biosourcés. Alors je vais faire un petit rappel d'abord de l'AQC, parce que déjà on peut jouer, même s'il fait un peu chaud. Est-ce que vous connaissez l'AQC? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent? C'est pas mal, mais j'ai bien fait de venir quand même, parce qu'il y a une grosse moitié qui ne connaît pas. Donc je vais aller à l'essentiel quand même, mais l'AQC, déjà, c'est une association loi 1901, à but non lucratif. Elle a été créée en 1982 dans la veine de la loi Spinetta de 78. Voilà, donc je vais vous présenter simplement nos adhérents. On essaye de regrouper effectivement l'ensemble des maillons de la chaîne du bâtiment. Donc on a 44 organisations professionnelles. Dans le lot, vous voyez qu'il y en a qui effectivement sont partenaires de l'éco-construction, comme la FFB par exemple. Mais bien sûr, on a aussi FFB CAPEB pour les entreprises. On a les maîtres d'ouvrage et les consommateurs, donc que ça soit on va dire INC, USH, Réseau Anil, LCA. Nous avons les maîtres d'œuvre, Sinof, UNSFA, Intec, donc les économistes, les architectes, les bureaux d'études, Synamom. On a les industriels, la IMCC par exemple, le contrôle technique, le COPREC, les sociétés d'assurance, il y a la FFA, les experts en construction qui nous apportent beaucoup de choses, les organismes de qualification type Calibat, Qualitel, les autres, les centres techniques très importants aussi, CEREMAS, STB, INES, LNE, l'État aussi via le ministère du Logement et le ministère de l'Environnement, puis un certain nombre de membres associés. Et on essaye effectivement de réunir toutes ces personnes et de les faire travailler pour améliorer la qualité de la construction. Donc c'est pas rien, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir cette multiplicité des adhérents en notre sein. Et pour ce faire, donc, pour observer, on commence par observer ce qui ne va pas. Donc on a 4 dispositifs d'observation. Je vais aller relativement vite, peut-être que vous en connaissez. Le premier, le plus ancien, c'est le dispositif SICODES, système de collecte des désordres. Là, on fait vraiment une photographie de la pathologie. Oui, j'ai oublié peut-être de le dire, mais nous, on regarde surtout ce qui ne va pas pour stigmatiser. C'est pour ça que je vais vous parler des biomatériaux en disant des points sensibles. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les poser, au contraire, c'est être vigilant et savoir leurs forces, leurs faiblesses. Donc on essaye effectivement de regarder ce qui ne va pas pour avoir des démarches pédagogiques de prévention pour organiser les filières. Donc SICODES est un des dispositifs d'observation. On remonte 25 000 fiches d'expertise par an. Donc c'est vraiment une photographie de la pathologie en France. Donc ce qui permet d'avoir j'ai mis des petits exemples comme ça, des top 10 ou des flop 10 comme on veut, mais en tout cas de savoir, d'identifier que ça soit en pourcentage d'effectifs, d'où viennent les problèmes, mais aussi en termes de coût total par exemple. Donc vous avez pu le voir effectivement, un pourcentage d'effectifs par exemple, c'est les éléments pour les maisons individuelles, parce qu'on catégorise bien sûr nos études, c'est les petits éléments de couverture pour les maisons individuelles en effectifs, et c'est les fondations superficielles en coût global. Vous voyez quelques manifestations. Alors je vais vous présenter beaucoup de photos, je ne les commenterai pas forcément, par contre n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, on peut en discuter, ou après bien sûr, il n'y a aucun souci. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif alerte. Dispositif alerte qui va s'occuper vraiment des sinistres sériels. Sinistre sériel, c'est un produit, un procédé, une mise en œuvre qui, dans 80% des cas, va aboutir à un problème. Donc là, l'idée, c'est de les détecter au plus tôt. Et donc pour ça, on a 3000 rapports par an qui nous arrivent. Alors ça va un peu tout, ça peut aller des problèmes de vannes de quart de tour ou à des problèmes d'enduit de fixation pour bardage. Mais j'en ai sélectionné un, alors qui n'est pas d'éléments biosourcés, mais c'est ceux qui nous préoccupent en ce moment et qui est un peu dans la veine quand même intéressante pour utiliser moins de carbone. Ce sont les panneaux solaires photovoltaïques avec potentiellement des départs de feu sur des connecteurs de boîtiers. Alors toutes ces informations, je ne vais pas les développer, vous les retrouvez sur notre site internet, mais c'est pour vous dire, n'hésitez pas d'aller régulièrement sur notre site internet afin
de voir les alertes éventuellement, sachant qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de stigmatiser un produit, une profession, une technique, mais plutôt voilà, d'alerter et de trouver des solutions au plus vite quand il y a un problème. Nous sommes plus des lanceurs d'alerte, en tout cas, en aucun cas des juges. Le troisième dispositif d'observation, c'est le dispositif Rex Bâtiment Performant pour retour d'expérience. Donc là, on essaye d'être un peu plus proactif, c'est-à-dire qu'on envoie des enquêteurs sur le terrain visiter des bâtiments performants. Alors, performants en termes d'enveloppe, en termes d'organisation chantier, en termes d'équipement, en termes même d'usage. C'est des bâtiments en cours de chantier, voire récents, 1 ou 2 ans. Et on essaye effectivement de discuter avec plusieurs acteurs et de remonter ce qui s'est bien passé, mal passé, voilà, pour être un peu plus proactif, bien sûr toujours avec des thèmes un peu spécifiques, et notamment, donc, on en a fait un sur les isolants biosourcés, dont je vais vous présenter quelques éléments juste après. Donc vous voyez qu'on a quand même 1000 opérations visité, ça fait depuis 2010, donc ça commence à faire une belle panoplie, et avec différents, à chaque fois 2 ou 3 acteurs rencontrés, on a à peu près 7000 constats. Alors encore une fois, on a plus de constats de petits problèmes, de points de vigilance, à peu près 5000 et 2000 de sources d'innovation, mais c'est notre regard un peu dévié. Vous l'aurez compris. Donc des exemples, donc là c'était sur une isolation extérieure, mais une lame d'air qui traversante, ventilée du coup, donc il y avait peu d'intérêt. L'isolant en tout cas n'apportait pas sa fonction complète, puisqu'on amenait de l'air frais ventilé entre le mur et l'isolation. Autre exemple sur les équipements. Voilà, ce genre de choses qui peut aboutir quand même à des problèmes, notamment de condensation et donc il y a des eaux avec des points bas, et puis bien sûr aussi des questions de débit puisqu'il y a des coudes dans tous les sens. Des choses qu'on peut rencontrer assez régulièrement. Je vous ai juste présenté donc, toute une collection, encore une fois, que je vous engage à aller voir sur notre site internet, avec des sujets particuliers, que ce soit du BIM, que ce soit donc des matériaux biosourcés, dont je tirerai pas mal d'exemples. Tiens, celui-là, il est à l'envers, c'est rigolo, mais c'est la construction bois. J'ai pas fait exprès pourtant, mais il est à l'envers. Le risque radon, vous voyez, donc il y a un certain nombre des sujets qui peuvent vous intéresser pour tirer vraiment. Alors c'est du qualitatif, des grands enseignements. Donc avant de vous lancer dans l'acte de construire ou simplement parce qu'il y a une problématique qui vous tient à cœur, allez voir s'il y a éventuellement le sujet qui a été traité. Et s'il y a des sujets qui vous semblent intéressants à traiter, qui manquent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on le fasse. Le dernier dispositif, dispositif Vigirisque, qui s'intéresse aux risques potentiels. Risques potentiels, ça va être un peu les situations à risque, et typiquement c'est souvent des changements de normalisation. En parlant de biosourcés justement, je vous ai mis une petite image de ouate de cellulose, mais effectivement, on a eu des fiches Vigiris sur la ouate de cellulose pour 2 problématiques. La première, c'est des problèmes de départ de feu, notamment quand il y a des spots encastrés, puisqu'effectivement, on met une isolation sur un spot encastré qui va chauffer. La chaleur ne pourra pas partir puisqu'il y a une très bonne isolation. Et donc, il y a un risque de feu latent avec plusieurs départs de feu qu'on peut être déclarés. Et le deuxième, qui est plus attrait à la nature du produit, dans la ouate de cellulose, donc il y a des sels de bore qui sont utilisés jusque-là, qui sont utilisés aussi dans d'autres produits, ceci dit. En tout cas, les sels de bore, il y a une directive européenne qui les a classés comme reprotoxiques, donc pas très bons pour la santé. Ça dépend bien sûr du taux et du grammage, mais voilà, un élément plutôt à éviter. Et du coup, certains industriels ont effectivement fait le nécessaire pour changer de composants, enlever celle de bord avec des dérivés de celle d'ammonium, mais ça s'est plutôt mal passé. Il y a eu des dégazements d'ammoniac dès qu'en fait il y a eu un peu d'humidité dans les combles. Donc on est d'une façon générale la profession revenue aux selles de bord. Mais voilà, il faudra qu'ils trouvent une solution et effectivement pérenne si possible. Donc, on aura l'occasion, je pense, ça sera encore d'actualité, la ouate de cellulose, qui est un très bon matériau par ailleurs, mais voilà, il y a ce détail qui est à être vigilant, en tout cas, et tout le monde, toute la filière travaille dessus en ce moment. Donc tous ces dispositifs d'observation sont complétés bien sûr d'enquêtes et d'études, et tout ça nous sert à faire de la prévention. Alors je ne vous mettrai pas la panoplie de textes qu'il y a, ou de publications, ou de films qu'il y a. Je vous engage vraiment encore à aller sur notre site internet pour aller voir tout ça. Mais je vais rentrer plus dans le cœur du sujet. Et pour ce qui me semblait intéressant pour parler des matériaux biosourcés,
c'est valable aussi pour les autres matériaux, ceci dit, c'est d'avoir aussi une petite notion de ce qu'est l'assurabilité des matériaux, enfin en tout cas dans l'acte de construire. Donc si vous connaissez tous l'ADO, la décennale, j'imagine, vous connaissez peut-être pas forcément les petites lignes qu'il y a dans un texte d'assurance. Et ça, effectivement, c'est très en phase avec la commission prévention produits qui est hébergée chez nous. Donc vous voyez, qui est représenté à la fois de représentants d'assureurs, mais aussi des entreprises, FFB-CAPEB, des bureaux de normalisation, CSTB, des AFOCER, donc la certification, IMCC, les industriels, et qui s'intéressent justement, qui essayent de faire des passerelles entre le jargon du bâtiment, traditionnel, non traditionnel, et le jargon assurantiel, on va dire technique courante, technique non courante. Comprenez assurabilité normale, assurabilité au cas par cas. Donc pour simplifier les choses, cette C2P a été créée effectivement pour regarder les problématiques. Et si on s'intéresse au point de vue de l'assureur, on ne se met pas souvent dans la place d'un assureur, moi-même non plus, mais c'est intéressant de voir l'assureur, il a quand même pas mal de défis à relever, puisqu'il doit couvrir les risques en construction avec cette notion de décennale, donc une obligation sur 10 ans. Donc c'est vrai que faut prendre une boule de cristal et voir un petit peu sur 10 années comment ça va se passer. Et le domaine est finalement très varié, très technique et malgré tout très innovant. Des fois on dit l'inverse, mais le monde du bâtiment est très innovant et évolue très vite. Et il doit donc cadrer ce risque. Et donc il a besoin de référentiels pour s'assurer que ça se passe bien, que la technique soit fiable et maîtrisée par l'ensemble des acteurs. Et bien sûr pour avoir des solutions en cas de sinistre les plus simples possibles. Donc il a effectivement classé les référentiels en cette fameuse distinction donc technique courante, technique non courante, et bien entendu ça aurait été trop simple que ça tombe pile poil avec le jargon du bâtiment traditionnel ou non traditionnel. Juste 2 secondes, effectivement, donc je vous parlais du contrat de l'assureur, typiquement les entreprises ils ont ça dans leur contrat. Donc on voit des mentions comme NFDTU, donc vous connaissez, j'imagine bien qu'il n'y a pas vraiment de soucis, des règles professionnelles accepté par la C2P, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur le sujet. Recommandations professionnelles RAGE, non mise en observation par la C2P, les avis techniques d'ETA, valides et non mis en observation par la C2P, des règles professionnelles, enfin il y a un certain nombre de choses, donc il faut bien comprendre comment ça marche, et c'est ce que je vous propose de vous expliquer un petit peu en tout cas. Et pour ça, il faut repartir d'un tableau, parce que déjà c'est un peu plus simple que le contrat de l'assureur, donc ça vous pouvez le retrouver sur nos publications. Donc effectivement, si on prend le cas du DTU, c'est très simple, c'est du traditionnel, heureusement, et c'est de la technique courante, heureusement, tout va bien. Recommandations professionnelles RAGE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des textes qui ont été faits dans le cadre des règles de l'art Grenelle Environnement, et ce sont des textes qui sont vraiment là pour mettre à jour avec ce regard performance énergétique les règles de l'art existantes de la construction. Donc c'est énormément de textes qui ont été publiés et l'ensemble des recommandations professionnelles RAGE, j'insiste sur le fait que ce soit bien les recommandations professionnelles, puisqu'il existe des guides pour des solutions ou des rapports d'essai, donc des choses qui sont moins matures. C'est bien les recommandations professionnelles qui sont acceptées par la C2P et donc qui sont en technique courante. Il faut se dépêcher d'aller les prendre sur notre site internet et de les télécharger. Déjà, c'est des documents gratuits, donc c'est bien. Mais en plus, c'est parce qu'ils ont vocation à disparaître. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à être intégrés dans les DTU au fur et à mesure des révisions des DTU. Si on prend par contre d'autres choses, par exemple les avis techniques d'ETA, vous connaissez un petit peu, c'est donc un procédé, une technique, et ce tenant de procédé va voir le CSTB qui avec lui il va essayer de monter un dossier pour évaluer. Ça sera présenté à un groupe d'experts spécialisés qui est représentatif de la profession et qui vont s'exprimer d'un point de vue technique sur le sujet. Mais ça reste, l'avis technique reste quand même, ou le DTA reste un procédé innovant. Donc c'est de la technique non courante pour l'ensemble des assureurs, sauf justement si vous allez sur notre site internet et que vous allez voir s'il est sur liste verte de la C2P. S'il est sur liste verte de la C2P, pas de problème, ça bascule en technique courante et tous les assureurs s'accordent pour dire que c'est de la technique courante. Si ce n'est pas le cas, par contre, il faut se rapprocher de son assureur. Donc ça, c'est pas forcément connu, mais c'est important, surtout si on a des problèmes. Donc il faut le faire. Et ce qui est important aussi, donc, c'est de voir que, malheureusement, il y a des choses qui gênent là, c'est pas grave, mais en tout cas, il y a beaucoup de matériaux biosourcés que vous allez retrouver justement dans ces avis techniques, donc, et en liste verte. Donc vous avez un cadre
pour utiliser les matériaux biosourcés en toute quiétude, puisque en technique courante. Donc c'est le cas effectivement, alors beaucoup de matériaux à base de bois, ça, il n'y a aucun souci. Les watts de cellulose, j'en ai parlé. On a aussi de la laine, des isolants en laine de mémoire, on a des isolants en coton, on a des isolants en paille. Donc voilà, donc il y a plusieurs, c'est un cadre en tout cas pour les matériaux biosourcés, pour les utiliser en technique courante. Donc allez bien voir sur à la fois le site du CSTB pour avoir l'avis technique et le lire, mais aussi sur le liste de la C2P pour s'il est bien en technique courante, donc en liste verte. Autre chose, par exemple, les règles professionnelles. Donc, de la même façon, règles professionnelles, c'est des personnes qui se mettent autour du table et qui se disent tiens, on va écrire comment mettre en œuvre un procédé, une technique. Là, on est tous autour de la table. Je suis sûr qu'il y a plein de compétences. On pourrait se mettre autour de la table et écrire un texte très intéressant. Mais pour que ça soit représentatif et accepté, je dirais, en technique courante, de la même façon, et c'est volontaire, donc les porteurs des règles se rapprochent de la C2P, qui en fait une analyse de risque, entre guillemets, et qui va accepter ou non les règles professionnelles. Donc si elles sont acceptées, effectivement, elles basculent en technique courante de la même façon. Et là encore, on va retrouver beaucoup de nos matériaux biosourcés. Alors il y a un certain nombre, donc la liste déjà, l'avantage, vous pouvez aller sur notre site internet, j'en parle beaucoup finalement de ce site internet, vous aurez la liste des règles professionnelles acceptées et l'endroit où les trouver, donc ça c'est déjà important. Et vous voyez que par exemple, si on prend, alors ça doit être la plus ancienne, ça doit être les règles professionnelles de construction en paille qui sont acceptées par la C2P. Typiquement. Mais on a aussi, et là donc c'est les règles professionnelles acceptées par la C2P, mais qui sont on va dire plus récentes, il y a encore un retour d'expérience qui leur est demandé tous les 2-3 ans. Et ben on a le béton de chanvre, on a les enduits sur murs en terre crue, on a les pierres sèches, alors c'est pas forcément du biosourcé, c'est peut-être du géosourcé, mais c'est dans la même veine. Donc c'est important de voir que c'est effectivement les filières s'organisent pour faire des règles professionnelles acceptées par la C2P. Et donc c'est un peu l'antichambre des DTU. Donc ça veut dire que vraiment tous ces matériaux biosourcés qu'on utilisait depuis énormément longtemps, mais qu'on raté un petit peu le passage au DTU qui est un peu après-guerre, on a fait plus de matériaux manufacturés. En tout cas, la transmission orale qu'il y avait sur les matériaux biosourcés n'a pas été écrite, donc on avait perdu cette traçabilité, enfin, cette culture, revient, et on peut imaginer que d'ici quelques années, on aura des DTU, donc un cadre confortable traditionnel pour ces matériaux qui sont pour le coup ultra traditionnels. Donc on revient dans des techniques qui sont intéressantes. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tous ces ressorts, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez utiliser des matériaux biosourcés dans des cadres de techniques courantes, que ce soit les règles professionnelles, les avis techniques, et bien sûr, je n'ai pas parlé des DTU, enfin j'en ai parlé rapidement, mais des DTU par exemple sur le bois, il y en a énormément, donc il y a aussi des cadres pour les matériaux biosourcés. Et tout ça, vous le retrouvez donc sur notre publication. J'en ai mis quelques-unes à la fin, au fond de la salle. Alors, je vous ai mis celle de janvier 2017, parce que celle de juillet 2017 est encore toute chaude et je ne l'avais pas reçue. Donc, mais autrement, vous pouvez se retrouver sur le site internet et vous retrouvez toutes les informations dont je vous ai dit, donc les règles professionnelles, les techniques mises en observation ou non. Allez voir tout ça. Décidément. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu, rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un cadre pour utiliser sans problème les matériaux biosourcés. Je vais quand même vous faire un petit peu peur et vous montrer ce qu'on peut avoir comme point de vigilance. Donc ça, c'est issu d'une étude et d'un retour d'expérience sur les matériaux biosourcés. Alors beaucoup d'isolants malgré tout, parce que c'est quand même là qu'on retrouve le plus de matériaux biosourcés. Et donc, il faut savoir que les matériaux biosourcés, on va dire, ils ont quand même deux grands ennemis, alors, comme les autres matériaux plus traditionnels, mais c'est vrai qu'ils peuvent être des fois plus sensibles, donc il faut avoir au moins la même vigilance qu'avec les autres matériaux, voire peut-être un peu plus. Et le premier des risques, c'est forcément le risque lié à l'humidité. Donc là, je vous ai mis beaucoup de photos, comme il commence à faire chaud. Donc là, ce sont des enduits donc, sur des isolants paille, et en fait, le traitement des remontées capillaires ont été lieu, donc il y a eu peut-être un mauvais traitement et l'absence de membrane anti-remontée capillaire ou autre, donc ça j'ai pas le détail, mais en tout cas on voit bien les remontées capillaires qui ont eu lieu. Alors sur les photos là aussi on voit bien. Donc ça c'est un cas assez classique effectivement, ça existe dans les autres, avec d'autres matériaux, d'autres procédés isolants non biosourcés, mais c'est bien sûr aussi possible avec les matériaux biosourcés.
Autre exemple, mais c'est un peu dans la même veine, effectivement, ça va être le contact donc, des matériaux biosourcés avec cette humidité, donc on est en forme d'eau carrément, et donc le contact avec de l'eau qui peut ruisseler ou rebondir effectivement en cas de forte pluie, et qui peut, alors là c'est du bardage bois, donc ça va être plus de l'ordre esthétique, mais qui peut aboutir à des soucis. Donc ça, il faut être vigilant effectivement, d'avoir, je dirais, les bonnes bottes quand on utilise des matériaux biosourcés, s'assurer qu'on a des bonnes bottes. Comment il faut avoir un bon chapeau, il faut aussi avoir des bonnes bottes et protéger des formes d'eau possibles à son contact. D'autres exemples, alors là cette fois-ci de mémoire on est sur du béton de chanvre et on a des développements de moisissures et des décollements, donc là c'est assez flagrant les moisissures, la photo est assez parlante. Donc que ça soit, donc là on est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, et principalement dû donc à des enduits étanches qu'on est venu mettre dessus. Donc soit ça facilite les remontées capillaires, en fait ça évite que le mur trouve son fonctionnement hygrothermique et du coup l'humidité ne peut plus s'évaporer et donc est concentrée et donc on a des remontées capillaires. Soit effectivement c'est aussi simplement l'humidité naturelle qui ne peut pas s'échapper et du coup voilà on aboutit à des choses moisissures ou effectivement des dégradations en tout cas du revêtement qui vient dessus. Donc c'est assez parlant. Autre exemple aussi, donc là c'est des fissurations, donc ça on en a vu aussi beaucoup, donc là c'est sur des enduits à chaud, sur des isolations paille, donc effectivement donc une fissure, alors d'où vient le problème, peut-être un problème en tout cas un moment de mise en œuvre ou de tassement ou autre, mais en tout cas on voit que ça part d'une fenêtre, d'un coin d'une fenêtre, mais en tout cas le résultat est clair que la fissure du coup est rapidement traversante, en tout cas pénétration d'eau, et au pire, enfin, humidité et peut-être eau en tout cas. Et donc là, on va arriver à un désordre. De la même façon, donc là, c'est un enduit terre sur isolant paille. Donc on est à l'intérieur. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement les temps de séchage ont peut-être pas été respectés. Et donc vous voyez que c'est une réhabilitation, mais c'est on va dire encore en phase chantier. Et on a vraiment de façon assez impressionnante à la fois des remontées capillaires et du développement de moisissure lié à une humidité trop grande. Donc bien sûr la phase chantier est aussi très très importante. Il faut prendre en compte le fait que pendant la phase chantier on va amener de l'humidité, je dirais encore plus que la normale, donc il faut pouvoir gérer ça. Le dernier exemple, donc nous avons un exemple de moisissure sur enduit, enduit chanvre donc, sur enduit chanvre chaud, oui, donc un enduit en chaud sur un béton de chanvre. Et donc là on a une infiltration dessus. Donc là de la même façon, les accidents possibles, logiques dans un bâtiment, peuvent avoir des grosses conséquences sur des matériaux biosourcés qui peut avoir tendance à reprendre effectivement énormément l'humidité. Donc de la même façon, il faut les repérer au plus tôt pour faire la réparation. Gestion des remontées capillaires, donc ça j'en ai un peu parlé, mais pour vous montrer, alors celle-là volontairement je vous ai pris quand même une photo avec autre chose que du biosourcé pour vous montrer que ça existe à d'autres formes de matériaux. Et on a aussi des remontées capillaires, mais sur les matériaux biosourcés, alors c'est celle, je sais plus, il y en a une des deux. Bon, il y en a une des deux qui est un matériau non biosourcé et l'autre c'est un matériau biosourcé. Vous m'excuserez, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là, le matériau non biosourcé. Donc ça peut arriver. Donc encore une fois, et ça c'est vraiment le cas de la rénovation, on a un mur existant qui fonctionne bien hygrothermiquement parlant, tout se passe bien. Et on vient faire une rénovation performante, donc on peut employer des matériaux, donc on rapporte de l'isolation, on va déplacer les points de rosée, on peut rapporter soit des enduits, soit des pare-vapeurs aussi à des moments, et pas forcément au bon endroit. Donc il faut être très vigilant et effectivement bien calculer son point de rosée dans le cas d'une rénovation, puisqu'on peut vraiment, à la fois par capillarité et aussi par transfert d'humidité, aboutir à des sinistres sur des bâtiments qui étaient sains, qui fonctionnaient bien. Mais il faut être vigilant sur la rénovation énergétique des bâtiments anciens, et c'est bien sûr le cas aussi pour les matériaux biosourcés. Des cas aussi assez classiques, ça arrive avec d'autres formes de matériaux, mais c'est forcément un pont thermique et donc des risques potentiels de condensation. Ça va être effectivement toutes les jonctions
de menuiserie ou d'ouverture, il faut effectivement avoir un bon calfeutrement pour avoir une bonne étanchéité à l'air effectivement, mais aussi pour éviter effectivement donc, des points froids et des risques d'humidité et de condensation à ce contact-là. N'hésitez pas à réagir ou à me poser des questions ou à me dire si vous avez rencontré ces cas-là éventuellement. Autre risque, alors toujours lié à l'humidité, parce que c'est quand même le risque, un des risques prépondérants en tout cas. Donc là, nous sommes en béton de chambre. Donc là, ça va être plus de l'ordre esthétique. Donc là, c'est typiquement une rénovation. On employait du béton de chanvre, effectivement. Et on avait des belles poutres apparentes, mais par contre, qui ont pu noircir au contact de la chaux qu'il pouvait avoir dedans. Donc effectivement, des bonnes pratiques vont être de protéger les bois, surtout que là, ils ont pas qu'une fonction esthétique, bien entendu, mais ils ont en plus cet apport esthétique intéressant. Donc il faut vraiment les protéger. Une bonne pratique qu'on a pu constater, c'est éventuellement aussi de venir un peu fermer leurs pores et passer par exemple de l'huile de lin pour essayer de les protéger aussi des interventions qui vont avoir lieu après. Humidité toujours, donc il y a la phase de vie du bâtiment, mais il y a aussi la phase de stockage chantier. Penser donc des matériaux biosourcés de bien les mettre, les tenir à l'écart de l'humidité. C'est valable aussi pour des laines minérales par exemple, mais forcément ça l'est aussi pour les isolants biosourcés. Donc il ne faut pas hésiter à faire attention au conditionnement, au lieu de stockage et protéger l'ensemble des matériaux. Ça semble trivial, malheureusement notre retour d'expérience montre que c'est souvent un point critique. On a beaucoup de désordres liés à ça. Et de la même façon, la protection de la phase chantier. Là on voit un petit peu que ça commence à être légèrement menaçant. Donc effectivement il a plu après, donc je dirais que c'est comme les autres matériaux, mais ne pas hésiter à bâcher si besoin, en tout cas protéger un maximum. Et c'est vrai que par exemple, donc là c'est un exemple où il y a un effort fait, un phasage chantier de fait pour avoir étanché un maximum. Alors bien entendu s'il y a des grosses tempêtes ça ne suffira pas, mais en tout cas faire l'effort sur l'étanchéité et après essayer de s'organiser. Donc ça peut aussi, en phase chantier, se gérer. Les accidents de chantier aussi, donc accident de vie du bâtiment ou accident de chantier, c'est la même chose effectivement. Donc là, vous avez un exemple de tassement de fibre de bois, mais lié en fait vraiment à une fuite au-dessus. Donc là, je dirais que c'est la faute à pas de chance, mais le bon réflexe, c'est effectivement ne pas hésiter, attendre que ça s'assèche, enfin réparer bien sûr, mais attendre que ça s'assèche, soit changer le produit. Pour en tout cas pas enfermer l'humidité, avoir un apport d'humidité supplémentaire qui sera peut-être plus compliqué à gérer une fois qu'on aura tout fermé. Et là on voit bien effectivement le tassement que ça a provoqué avec une reprise d'eau. Le deuxième, donc il y a l'humidité, j'en ai beaucoup parlé. La deuxième problématique, ça sera effectivement le risque incendie. D'autres matériaux, bien entendu, ont le même problème. Mais c'est aussi vrai pour les matériaux biosourcés, encore une fois. Donc le nettoyage du chantier, alors notamment, ça c'est forcément un peu un cas extrême, mais c'est vrai qu'on en a des bottes de paille et qu'il y en a forcément une ou deux qui vont s'éventrer à un moment ou un autre. On imagine que si on travaille à côté, il peut y avoir des départs de feu assez rapides, donc il faut être très très soigneux. Donc là c'est vraiment l'exemple des bottes de paille éventrées. Il ne faut surtout pas laisser ce genre de choses sur chantier parce qu'il y a un gros risque de départ de feu et ça peut aller très très vite. Et là justement donc des exemples et souvent ce qu'on a pu en monter, c'est vrai que les personnes qui utilisent les matériaux biosourcés sont concernées, font vigilants, donc il n'y a pas de souci. Par contre le risque va être plus au niveau d'une intervention d'une personne qui n'était pas vraiment alerter en tout cas des spécificités éventuelles du chantier ou simplement une intervention post-chantier. Donc typiquement ça va être par exemple le plombier qui va venir pour faire une petite soudure, sauf qu'il n'a pas pris les dispositions on va dire nécessaires qui seraient nécessaires aussi pour d'autres types de matériaux, mais je dirais que là en plus ça pardonne encore moins. Donc là c'est typiquement ce genre de cas de départ de feu qui ont lieu, et c'est vraiment ce qu'on constate vraiment par des personnes un peu extérieures qui ne sont pas dans le projet, donc qui font peut-être moins attention, moins vigilants. Donc il faut faire attention et donc il faut aussi communiquer sur les spécificités. C'est d'ailleurs pour ça que souvent
Au niveau du compteur électrique, il est demandé, notamment par boîte de cellulose éventuellement, de mettre les sacs, enfin les sacs ou les étiquettes des produits utilisés. Donc un certain nombre de choses pour alerter en tout cas pendant la vie du bâtiment. Alors ça, du coup, j'en ai un petit peu parlé, vous voyez, c'est typiquement pour les isolants en vrac. Alors c'est valable, ceci dit, et suite à l'alerte qu'on a pu lancer, la profession donc s'est mobilisée et je dirais, imposé cette nouvelle technique, c'est-à-dire d'avoir des capots de protection ou des lames d'air ventilées, en tout cas ne plus avoir, et ça semble logique, deux spots intégrés directement l'isolation dessus. Et donc c'est ce que je disais, vraiment c'est valable maintenant pour tous les types d'isolants, c'est rentré vraiment dans les règles de l'art, heureusement. Donc pas que pour les matériaux biosourcés en vrac type ouate de cellulose, mais tous les types de matériaux. Donc ça c'est très important. Encore une fois, ça c'est plusieurs départs de feu par an, encore maintenant, même avec le changement de réglementation, de règles de l'art qui a eu lieu. Donc ça veut dire qu'on a encore des choses, donc ça il faut être très vigilant. Et bien entendu, d'une façon générale, faire attention aux distances de sécurité. Et c'est ce que je vous disais aussi, éventuellement alerter des matériaux, on pourrait le faire sur tout type de matériaux à mon sens, des matériaux utilisés près du compteur électrique notamment, pour attirer l'attention en tout cas des intervenants ultérieurs. D'autres types de mise en œuvre, de désordre, alors là ça va être plus classique et ça serait valable encore une fois pour tout type de matériaux d'isolants biosourcés ou non. Ça sera peut-être des problèmes de mise en œuvre, donc on peut en voir là. Donc là c'est de la fibre de bois, mais effectivement la pose n'est pas parfaite, on va dire, donc des passages d'air possibles régulièrement. Des défauts ponctuels, donc là c'est autant où là c'est l'utilisation de mastic, donc autant de défauts de pont thermique possibles. C'est pas tant le matériau en lui-même, encore une fois, là c'est plus la mise en œuvre qui peut soigner. Mais autant, c'est pour dire que les matériaux biosourcés, on peut avoir les mêmes problèmes que dans les autres matériaux et que la mise en œuvre doit être bonne pour ne pas desservir effectivement leur performance. Là c'est un exemple de ouate de cellulose, donc là on a des problèmes de tassement, ça a été mal soufflé a priori, donc là on voit bien effectivement on a 3-4 cm et des endroits qui sont pas remplis. Ça pourrait arriver avec d'autres types de matériaux, ça arrive aussi à la ouate de cellulose, mais encore une fois faut faire attention bien sûr à la mise en œuvre. Donc, conclusion c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas simplement effectivement vous dire que les matériaux biosourcés ont les mêmes problèmes que les autres, clairement. Malgré tout, il faut faire attention parce qu'ils ont une partie organique qui est peut-être encore un peu plus sensible que les autres matériaux qui peuvent être un peu plus inertes. Donc effectivement, une grosse sensibilité à l'humidité, grosse sensibilité au risque incendie, mais qui peut, une fois qu'on connaît le matériau et qu'on est conscient justement de ces problèmes, de leurs caractéristiques, parce qu'à côté de ça, ils ont plein d'avantages aussi, c'est qu'on peut éviter ces problèmes en fait avec une très bonne conception, avec une très bonne mise en œuvre, avec l'entretien, même si c'est moins impactant, mais malgré tout, en tout cas pour les maintenances, entretien, ça reste toujours important. Donc être très très vigilant dessus pour utiliser ces matériaux en pleine confiance. Effectivement, tout matériau mal mis en œuvre est une source potentielle de désordre, voire de sinistre, et pas seulement les matériaux biosourcés, mais malheureusement c'est vrai aussi pour les matériaux biosourcés. Je ne sais pas combien il me reste de temps, mais j'ai... donc voilà, j'ai pris quelques résultats et je vais vous laisser aller voir les enquêtes plus spécifiques. Donc on a un retour d'expérience sur les matériaux biosourcés. Donc ça c'est vraiment des grands enseignements qualitatifs, c'est gratuit, disponible sur notre site internet, n'hésitez pas. Et cette étude qu'on vient de sortir aussi, donc encore une fois sur les isolants biosourcés, c'est vrai qu'encore une fois c'est les isolants dans le biosourcé pour l'instant qui tirent, mais on devrait les voir arriver bientôt. Donc les points de vigilance, donc vous reverrez un certain nombre de photos que je vous ai montrées avec des explications peut-être un peu plus techniques, un peu plus précises pour entrer dans le détail. Donc n'hésitez pas. Et je vous engage aussi à aller voir notre chaîne YouTube, puisqu'on essaye de se moderniser. Donc il y a quelques supports qu'on a en version papier, mais qu'on essaye de transformer aussi en version vidéo.
et puis des vidéos de partenaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à les voir régulièrement. Et de la même façon, une application, l'appli QC, pour notamment peut-être si vous connaissez les fiches pathologie, la qualité réglementaire. Donc c'est toutes des fiches que vous pourrez retrouver sur votre smartphone. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est téléchargeable. N'hésitez pas pour avoir un petit réflexe d'aller voir effectivement éventuellement ce qu'on a à disposition quand vous êtes face à une problématique, parce que vous trouverez forcément quelques éléments pour vous aider et des liens en tout cas pour aller plus loin aussi notamment. Donc n'hésitez pas à avoir ce petit réflexe de consulter, voir si on a détecté des problèmes et éviter de les refaire, c'est bien l'idée. Et je vous signale aussi notre concours photo qu'on fait régulièrement, annuellement. N'hésitez pas à partager ce que vous voyez qui est mal. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas de stigmatiser un produit, un procédé, une profession, un bâtiment, c'est vraiment de faire de la pédagogie, parce qu'on ne vous demande pas simplement d'avoir une photo de quelque chose qui ne va pas, mais de nous expliquer ce qui s'est passé, éventuellement de voir ce qu'on pourrait faire. Et bon, accessoirement, effectivement, vous pouvez gagner des bons d'achat si vous êtes sélectionné. Et c'était aussi pour vous montrer celle-là. C'est pas un matériau tout à fait biosourcé, mais on va appeler plutôt géosourcé. Il me semble que par là, on en a parlé, j'ai entendu le mot qui était tout à l'heure, c'était pisé, par là, il y avait une personne qui en parlait. Donc qui pour moi sont un peu dans la même veine que les biosourcés, c'est du géosourcé, bon, on peut s'accorder sa définition. Et là on retrouve typiquement cette problématique de rénovation qui a été mal pensée dans le sens où peut-être qu'on ne savait pas qu'il y avait du pisé, qui est un matériau qui est très résistant, qui marche très très bien et qui a fait ses preuves sur des centaines d'années, mais qu'on peut mettre en péril assez rapidement avec des problèmes d'humidité.